L'invité politique de France Info ce matin est Sylvie Goulard. Jean-Michel Apathy. Bonjour Sylvie Goulard. Bonjour. Vous avez été une éphémère ministre de la Défense dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, mais nous en parlerons à la fin de cette émission. Nous vous avons invité, Sylvie Goulard, pour votre connaissance parfaite de l'Europe. Vous avez travaillé avec Romano Prodi à la Commission européenne, vous avez longtemps été députée européenne et vous faites partie des personnes qui ont inspiré le discours d'Emmanuel Macron, un discours prononcé à la Sorbonne hier à Paris, dont on écoute un passage. Emmanuel Macron. Je suis venu vous parler d'Europe. L'Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace. Il y a une souveraineté européenne à construire parce que ce qui constitue, ce qui forge notre identité profonde est inédit sur la planète. Il y a une identité européenne à construire, mais le problème c'est que ça fait 40 ans qu'elle est à construire. Pourquoi y parviendrait-on maintenant ? À cause de l'engagement d'Emmanuel Macron. Ce qui m'a beaucoup frappé pendant le discours d'hier, c'est de retrouver chez le président des tons de campagne. Il a envie de convaincre. Or, durant probablement même plusieurs décennies, les personnes ont essayé de convaincre les citoyens des bienfaits de l'Europe alors qu'ils n'étaient pas eux-mêmes convaincus. Et ça, je crois que ça fait une énorme différence et les jeunes qui étaient présents dans la salle l'ont senti. Vous pensez que François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, avant eux, tous ces gens-là n'étaient pas convaincus de la nécessité de faire l'Europe ? Je pense qu'Emmanuel Macron est extrêmement convaincu. Alors sur le fond, il y a beaucoup de propositions dans le discours d'Emmanuel Macron. Nous ne pourrons pas toutes les évoquer, évidemment, mais nous commencerons, si vous le voulez bien, Sylvie Goulard, par ce qui concerne l'euro. L'euro est souvent en débat dans la vie politique française. Et à propos de la monnaie commune, 19 pays européens, le président de la République a dit ceci. Nous avons besoin d'un budget plus fort au cœur de l'Europe. Les taxes européennes dans le domaine numérique ou environnemental pourront ainsi constituer une vraie ressource européenne. À quoi ça servirait un budget de l'euro ? Alors, vous avez pris cet extrait. Ce qui était quand même intéressant, c'est la mise en perspective. Donc, en un mot, ce que le président de la République a rappelé, c'est que tous les pays de l'Union européenne, sauf le Royaume-Uni qui devrait en sortir, et le Danemark, se sont engagés à rejoindre l'euro. C'est une chose qu'on n'a pas souvent en tête. Si on dit monnaie unique, c'est bien parce que c'est la monnaie de tout le monde. Et c'est le cœur du projet politique. C'est l'intégration la plus forte. Donc le budget n'est pas une fin en soi. Ce que le président de la République a dit, c'est qu'il y avait à lutter contre le chômage dans certains pays de la zone euro. Il fallait investir dans des secteurs d'avenir, par exemple sur l'innovation de rupture, toutes les idées qu'on a un peu laissées à d'autres parties du monde, toute cette avance que les Américains ont prise ou d'autres en Asie. Et donc le budget pourrait servir d'une part à se tourner vers l'avenir ensemble et également, dans la mesure où les pays n'ont plus la possibilité de gérer eux-mêmes leur politique monétaire, d'avoir des instruments d'action communs. Mais encore une fois, je crois que si on se contente de parler du budget, ça sera vu absolument comme un chiffon rouge en Allemagne, alors même, j'étais encore à Berlin ce week-end. C'est curieux ça. Non, c'est pas curieux, parce que si vous êtes celui qui paye le plus, vous êtes plus attentif à ce que ça va vous coûter. L'Allemagne étant le pays le plus important. Mais encore une fois, personnellement, je suis très confiante. Parce que je suis sûre que sur un certain nombre de propositions du président de la République, et notamment tout ce qui est sur l'investissement d'avenir en commun, nous aurons des partenaires, d'ailleurs non seulement en Allemagne, mais dans les pays du nord de l'Europe. Donc encore une fois, ce n'est pas seulement un budget de la zone euro, c'est l'analyse d'un certain nombre de difficultés qui ne sont pas réglées et la volonté de donner les moyens qui vont avec les ambitions qu'on se donne. Qu'est-ce que vous appelez l'innovation de rupture ? Alors c'est très intéressant que vous me permettiez de le développer parce que c'est un peu une idée qui m'est chère. C'est que si vous financez uniquement les découvertes de demain, vous n'êtes pas en avance sur les découvertes d'après-demain. Internet a été inventé aux États-Unis parce que sur des fonds militaires américains, on a voulu améliorer les communications de l'armée américaine. Vous pouvez avoir intérêt à financer des choses qui paraissent très lointaines, qui sont une rupture dans la connaissance humaine, parce que ça anticipe sur ce que les autres pourraient inventer. En tout cas, il faut que l'Europe rattrape son retard. Un petit exemple, juste pour illustrer, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Bon, on parle de quoi ? Je ne suis pas moi-même une spécialiste, non, mais tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il y a énormément de capacités, par exemple, de diagnostic médical, en mettant ensemble des données que, jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de travailler. C'était le cerveau humain qui examinait des résultats d'examens médicaux. Ça pourra être fait par des machines qui, donc, permettront d'aller plus loin dans le diagnostic. Ça, on dessine ça à des horizons de 40-50 ans. Et en général, on arrive à faire ça dans les communautés humaines quand on est dans la prospérité. Vous
vous parlez d'Internet, ce sont des investissements qui remontent pour l'armée américaine aux années 60 et 70. On est dans des périodes de prospérité quand on est dans des périodes de crise comme les nôtres. On fait face à l'urgence, on fait face au nationalisme qui monte. On l'a vu avec les élections allemandes, vous connaissez bien l'Allemagne. On a l'impression que le climat n'est pas très propice pour tout ça. Écoutez, sans nier, parce que je sais que les auditeurs et les téléspectateurs certains souffrent encore socialement, mais si vous regardez de manière très objective les chiffres macroéconomiques de l'Union européenne en général et de la zone euro en particulier, nous pouvons dire qu'il y a une amélioration très notable. Et c'est justement quand les choses s'améliorent... Une amélioration de la situation économique en général. De la situation économique. Vous avez le chômage qui baisse, malheureusement un peu moins en France que dans d'autres pays, mais... Je vous parle de manière pas du tout en France. Je vous parle de manière agrégée. Et c'est justement au moment où l'horizon se dégage un petit peu, le sens du discours du président de la République, c'est sortons de la gestion de crise qui a été nécessaire. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui ont eu à affronter des choses urgentes. Sortons d'un mode de gestion de crise justement pour préparer l'avenir. Et vous savez, c'est quand on a des grands projets ensemble aussi qu'on peut se rassembler. Il y a un aspect prospérité pour financer évidemment ces projets, mais ça donne un peu une nouvelle frontière. Ça permettra de faire travailler des laboratoires ensemble, ça permet de faire travailler des jeunes chercheurs ensemble, de développer une vision commune d'avenir. Et c'est ça qui est important. Alors, on a voulu aussi parler d'abord de l'euro pour évoquer cette idée avec vous rapidement, Sylvie Goulard. Au fond, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas dit hier, l'Europe à 27, ça ne marche pas, et il faut des cercles de gens, des cercles plus réduits pour faire avancer les choses? Est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là sous-jacente dans la proposition de faire un budget européen? Le président de la République a dit les choses en sens inverse. Il a dit tous ceux qui voudront sont les bienvenus. Mais c'est, je dirais, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc ceux qui voudront participer, et encore une fois, je dis bien que la zone euro n'est pas un club fermé. La zone euro a vocation à accueillir un certain nombre de pays qui, mais c'est théorique, hein. Pour l'instant, ne sont pas prêts à nous rejoindre. Écoutez, pendant la crise, au plus fort de la crise, on ne l'a pas noté en France, mais les 3 pays baltes sont rentrés dans la zone euro. Ce sont 3 pays, dont certains, par exemple, comme l'Estonie, qui est extrêmement en pointe sur les questions d'informatique, de ce qu'on appelle la cybersécurité. Le processus d'élargissement de la zone euro ne s'est pas arrêté. Et vous avez, par exemple, une décision de la grande banque suédoise Nordea de quitter la Suède pour aller s'installer en Finlande, qui est tombée il y a une dizaine de jours, parce que je crois que l'attractivité de la zone euro n'est pas à démontrer. Vous restez avec nous, Sylvie Goulard, il est 8h40, l'essentiel de l'info Edwige Coupez. Baisser les cotisations salariales pour augmenter le pouvoir d'achat en échange d'une réforme de la CSG, mesure phare du projet d'Emmanuel Macron. Le budget 2018 est dévoilé ce matin au Conseil des ministres. Grand vainqueur, les salariés du privé, grand perdant, les retraités. Le TGV devient franco-allemand avec la fusion entre Alstom et Siemens, entre égaux à 50-50 pour reprendre la formule rassurante de Bercy. Mais l'État français ne sera plus actionnaire et Siemens pourra monter au capital dans 4 ans, d'où les craintes des syndicats d'Alstom pour l'emploi. Autre fleuron de l'industrie française à passer sous pavillon étranger, les chantiers navals de Saint-Nazaire, 2600 salariés. Le dossier à l'ordre du jour du sommet franco-italien à Lyon aujourd'hui. Après des mois de tension, les Italiens de Fincantieri devraient obtenir 51% du capital et l'État français garder une minorité de blocage. Le retour de Franck Ribéry, 3 ans et demi après sa dernière sélection avec les Bleus, il sera ce soir sur la pelouse du Parc des Princes à l'occasion du choc entre le PSG et le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Hier soir, Monaco a été balayé 3-0 par le FC Porto. France Info. Sylvie Goulard, qui fut ministre des Armées d'Emmanuel Macron pendant quelques semaines, est notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Alors, ministre des Armées, justement, Emmanuel Macron a parlé de la défense européenne hier. Je propose ainsi d'accueillir dans nos armées nationales des militaires venant de tous les pays européens volontaires pour participer. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. C'est un vœu pieux, ceci, ou de ce point de vue, les autres dirigeants européens vous paraissent mûrs pour aller vers ce qu'on peut appeler une armée européenne, avec ce qu'indique le président qui n'est pas mince, une doctrine commune Est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble que les opinions des dirigeants, en tout cas, sont mûres pour avancer sur ce dossier ? Alors, il est évident qu'on a tellement parlé de défense européenne sans la faire que c'est un peu l'arlésienne de la vie politique européenne. Je rappelle quand même que les Français ont rejeté en 1954 la communauté européenne de défense.
ce qui avait fait dire à un grand économiste italien que la France a manqué d'être le Piémont de l'Europe, c'est-à-dire qu'on aurait pu constituer à ce moment-là une entité politique. Je crois que les choses ont profondément changé. Et si vous regardez les menaces auxquelles nous sommes confrontés, le terrorisme par exemple, mais également la réémergence de prolifération nucléaire en Asie ou le basculement vers des régimes autoritaires de pays proches, je pense à la Turquie par exemple. Donc il y a aux portes de l'Europe ou plus loin des menaces qui sont des menaces extrêmement sérieuses et qui sont perçues par tous les Européens. Deuxième chose, mais ce que j'ai observé de la même manière par tous les pays européens. Non, pas analysé. C'est pour ça que le président de la République a raison de dire qu'il y a un gros travail de rapprochement à faire. Ce travail a commencé. Si vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, qui est probablement l'un des pays clés, puisque c'est un pays qui a un potentiel de financement, évidemment, collectif important. L'Allemagne, pour des raisons historiques évidentes, et parce qu'on le lui a demandé depuis des décennies, est restée sur la réserve. Il y a une prise de conscience en Allemagne, sans qu'il y ait des va-t-en-guerre, que l'Allemagne doit prendre plus de responsabilités. Les Allemands sont avec nous au Sahel, selon les modalités que leur permet leur constitution. Donc effectivement, il y a un énorme travail à faire, mais ça, c'est probablement l'un des déblocages. L'autre déblocage, c'est que malheureusement, les Britanniques ont pendant longtemps, à l'intérieur de l'Union européenne, conçu tout progrès de la défense européenne comme une rivalité par rapport à l'OTAN. Or, comme l'a dit le président de la République, c'est complémentaire, surtout au moment où Donald Trump menace de retirer les troupes américaines d'Europe. Mais est-ce faisable, tout simplement? Beaucoup de militaires s'interrogent sur cette armée commune. Qui commanderait, par exemple, tout simplement? Il ne faut pas brûler les étapes. Le président de la République n'a pas... Une force d'intervention. Oui, une force d'intervention n'est pas une armée commune. Une force d'intervention, pour les auditeurs, c'est par exemple la possibilité d'envoyer ensemble au Mali ou sur un autre théâtre d'opération des troupes qui auraient été composées par exemple de brigades différentes, les uns faisant le ravitaillement, les autres le soutien médical, logistique, etc. Donc ne brûlons pas les étapes. Mais personnellement, je crois très sincèrement que les Européens partagent les valeurs pour lesquelles nos troupes interviennent à l'étranger. Il n'y a pas d'État européen qui soit complaisant face au terrorisme. Il n'y a pas de pays qui soit à l'abri des attaques de Daesh. On l'a vu malheureusement en Espagne encore cet été. Donc tout ça ne se fera pas en un jour. Mais vous savez, le président de la République l'a dit hier en évoquant Robert Schuman. Vous croyez que c'était faisable 5 ans après la guerre, en 1950, de mettre en commun le charbon et l'acier avec les Allemands? Si nous ne l'avions pas fait, si on s'était demandé à l'époque uniquement ce qui était faisable, on ne ferait rien. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à remplir toutes les cases de ce très grand programme que le président de la République a esquissé. Mais pour ma part, je peux vous dire que l'expérience que j'ai eue à la tête des armées me laisse penser que c'est un domaine, ne serait-ce que parce que nos militaires sont des gens sérieux. Ils savent qu'ils ont besoin de moyens, ils savent qu'ils ont besoin de drones, de renseignements, de ravitaillement en vol, et que certaines de ces fonctions, aucun de nos pays n'est plus en mesure de les remplir seul. Quel est l'état, parce que ce sont des choses qui comptent, et vous connaissez bien l'Allemagne, Sylvie Goulard, quel est l'état d'esprit d'Angela Merkel à ce sujet? Elle sort de ce point de vue affaiblie des élections législatives, une poussée de l'extrême droite, mais aussi à l'intérieur de son parti, la CDU, un courant national qui prend de l'importance. Est-ce que la chancelière allemande est disponible pour ce genre de projet comme elle a pu l'être, ou bien est-ce que, tenant compte de son opinion publique, elle est moins disponible que nous ne le souhaiterions, nous, Français, pour avancer sur ces dossiers? Vous avez tout à fait raison. Le scrutin de dimanche, qui est d'ailleurs la 4e tentative pour Mme Merkel de devenir chancelière, elle a déjà fait 3 mandats. Il y a une usure du pouvoir. Il y a eu des sujets qui ont profondément divisé la société allemande, comme l'accueil d'1 million de réfugiés. Je dirais que la poussée de l'extrême droite est préoccupante, mais il y a 12-13% de vote pour l'AfD après avoir accueilli 1 million de personnes. Dans d'autres pays, on est à d'autres niveaux sans avoir accueilli quasiment aucun réfugié. Mais il y a une évolution quand même, y compris parmi les amis d'Angela Merkel au sein de la CDU. Oui, surtout la CSU, c'est-à-dire le parti frère de Bavière. Et le parti libéral aussi, qui ne voit pas les choses de la même façon. Est-ce qu'Angela Merkel peut être une alliée d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'on a un peu perdu la possibilité de travailler avec elle? Non, on n'a pas du tout perdu la possibilité de travailler avec Mme Merkel. 2-3 remarques. La première, c'est qu'en Allemagne, on n'élit pas le chancelier au suffrage universel direct. On élit le Parlement et il y a ensuite des tractations pour composer un gouvernement. Ça va prendre 2 à 3 mois parce qu'effectivement, le résultat arithmétique du vote n'est pas simple. Cela dit, pour ma part, je ne suis même pas sûre que
le SPD, donc les socialistes, ne reviendront pas à la table des négociations. Il y a des élections mi-octobre en Niedersachsen. Et M. Schulz a très bien pu faire un pas en arrière tout à fait tactique. Et une fois que l'élection sera passée, il n'est pas impossible qu'il revienne. Donc la messe n'est absolument pas dite. Elle ne sera d'ailleurs pas dite probablement avant Noël, a dit la chancelière dimanche soir sur un plateau de télévision. Donc c'est un processus. Les Pays-Bas, vous savez, n'ont pas de gouvernement. Ils ont voté en mars. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas trop cette habitude en France. Est-ce que l'idée de l'Europe n'a pas reculé en Allemagne ? Non, je ne crois pas. Je crois fondamentalement que l'intérêt national allemand est que l'intégration européenne se poursuive et que la France soit forte. Les autorités allemandes l'ont dit à bien des reprises. Il est important pour les Allemands de pouvoir s'appuyer sur un partenaire comme la France, de partager le fardeau, de pouvoir compter aussi sur les éléments, je dirais, de défense, de sécurité, de services secrets que peuvent fournir les autorités françaises. Et aussi que, et ça c'est très important dans le discours du président de la République, nous nous approprions le changement d'échelle européen. Ce que Emmanuel Macron dit fondamentalement, c'est nous devons nous battre pour notre souveraineté réelle, effective, et cette souveraineté, nous pouvons mieux l'exercer ensemble au niveau européen que de manière séparée dans nos pays. Et ça, c'est l'intérêt fondamental de l'Allemagne, et ça n'a pas changé. Et puis vous venez peut-être ce matin, Sylvie Goulard, avec l'impact du discours que vous avez entendu hier à la Sorbonne d'Emmanuel Macron, mais on ne peut pas négliger qu'en France même, le Front National, la France Insoumise, deux courants de pensée très rétifs à la construction européenne telle qu'elle se fait, réunissent 40 à 45% des électeurs. Donc l'idée européenne en France même est une idée qui s'est affaiblie beaucoup. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai fait la campagne avec Emmanuel Macron, ardemment, face au Front National, face à la France Insoumise. Ces partis ont gagné beaucoup de terrain parce que les pro-européens ne faisaient plus la bataille. Et c'est une discussion extrêmement légitime en démocratie, à condition que tout le monde accepte de discuter de la réalité, c'est-à-dire de l'Europe dans le monde tel qu'il va, et non pas, je dirais, de la France comme si elle était une île, comme si elle pouvait se fermer, comme si, en matière de changement climatique, de terrorisme, mais aussi de développement économique, elle pouvait se replier sur elle-même. C'est faux, ça n'est pas une alternative, ça n'offrira pas aux citoyens français et des autres pays d'Europe des perspectives d'avenir. Sylvie Goulard, vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Siemens Alstom, c'est le nom du nouveau géant ferroviaire européen, coté à la Bourse de Paris, avec un siège à Saint-Ouen et un patron français, l'actuel numéro 1 d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge. Une fusion entre égaux à 50-50, assure Bercy, mais avec la possibilité pour les Allemands de monter au capital d'ici 4 ans. Le logement, le travail, les transports, les ministères les plus mis à contribution dans le budget 2018. Le premier projet de loi de finances dévoilé ce matin au Conseil des ministres. Objectif, réduire les dépenses publiques tout en favorisant l'investissement, quitte à épargner les plus fortunés. Il y a aussi une réforme de l'impôt sur la fortune. Pas question d'organiser une primaire ouverte pour la prochaine présidentielle. Les militants LR disent non à 70% traumatisés par l'échec de François Fillon à la présidentielle. Une information France Info qui a pu consulter les résultats du questionnaire de la refondation qui a été envoyé cet été aux adhérents du parti. 140, on passe maintenant à 280 signes. L'idée est testée par Twitter pour attirer de nouveaux utilisateurs et mécaniquement plus de publicité aussi. Le réseau social est en grande difficulté financière, alors certains s'inquiètent déjà des prochains messages de Donald Trump, connu effectivement pour ses tweets fracassants. France Info. Sylvie Goulard est l'invitée de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Donc c'est dans ce contexte, le discours européen d'Emmanuel Macron, qu'a été annoncé hier la fusion entre Alstom et Siemens, une fusion 50-50, dit le gouvernement, mais enfin la partie allemande est dominante, ce qui suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les salariés d'Alstom. On en écoute deux qui étaient hier soir, ce sont des témoignages recueillis par France 3. Demain, ils vont tous mettre tout le monde dehors, faut pas rêver. Pour être efficace, souvent on fait un peu le ménage et puis au niveau des emplois, c'est pas sûr que tout va rester en place, on sait pas. Pour beaucoup de Français aujourd'hui, l'Europe, c'est ça, dominée par l'Allemagne et avec le risque de dégâts sociaux qui illustre cette fusion Alstom-Siemens. Comment on répond à ces gens qui sont dans l'inquiétude ? Alors d'abord, l'inquiétude des salariés, on la comprend. C'est évident que ce type d'opération, il faut regarder de près comment elle se déroule. Mais je voudrais faire un petit pas en arrière. On a parlé tout à l'heure du changement d'échelle. Soit on considère que nos pays affrontent seuls la mondialisation, soit on considère que le terrain de jeu de nos entreprises, c'est l'Union européenne, le marché. Mais au détriment de la France. Alors souvent. Attendez, oui, au détriment de la France. Dominé par l'Allemagne. Quand Peugeot achète Opel,
il me semble que c'est une entreprise française qui achète une entreprise allemande. Quand Lactalis achète Parmalat en Italie, c'est une entreprise française qui achète une entreprise italienne. Il y a Air France KLM qui a été faite avec les Néerlandais, etc. Donc, Nokia, Alcatel, Siemens, Alstom, tout le monde a très peur. Non, mais on a des mouvements. Je ne dis pas que chaque opération... On a beaucoup plus perdu de... Non, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? On a perdu beaucoup d'emplois industriels, plus de 2 millions depuis l'année 2000, alors que l'Allemagne en a gagné. Est-ce que c'est uniquement parce que des entreprises étrangères ont racheté des entreprises françaises? Quel est l'avenir des salariés d'Alstom dans le contexte mondial? Encore une fois, regardons le monde comme il est. Avec la création d'un géant ferroviaire chinois qui pèse plus lourd que Alstom, Siemens et même les Canadiens de chez Bombardier ensemble. Donc encore une fois, soit vous regardez les choses à l'échelle d'un pays ou d'une région, et encore une fois, pour les salariés, ça se comprend humainement. Une fusion, c'est important, mais pourquoi ne pas avoir fait les choses réellement à 50-50? Dans ce cas précis, c'était justifiable. Mais quand BNP Paribas rachète la Banca Nazionale del Lavoro en Italie, quand vous avez les entreprises du luxe, est-ce qu'on a entendu les Français plaider toujours pour du 50-50? Donc, là, il y a un rapport de force économique, tout simplement, entre ces deux groupes qui auraient pu éventuellement aller vers un 50-50. Encore une fois, moi, je ne suis pas le porte-parole ni d'Alstom ni de Siemens. Ce que je crois important de dire à ceux qui nous écoutent, c'est que soit on a une vision de l'avenir dans laquelle on a une entreprise européenne qui rachète une entreprise européenne, et ça serait une entreprise bretonne qui rachète une entreprise alsacienne. Je comprends que les Alsaciens se demandent si le siège reste là. Soit on continue à faire comme s'il y avait des frontières et des drapeaux sur les entreprises, dont d'ailleurs le chiffre d'affaires, pour beaucoup d'entre elles, se trouve à l'extérieur de l'Europe. Les marchés potentiels pour le ferroviaire, ils sont en Afrique, ils sont dans les pays émergents, ils sont en Asie. Les véritables concurrents, ça n'est pas Alstom contre Siemens. Je vous rappelle d'ailleurs que Alstom a des difficultés depuis le début des années 2000. Je me souviens quand j'étais à la Commission européenne auprès de Romano Prodi, et qu'en 2002-2003, des difficultés d'Alstom avaient abouti à l'octroi par la France d'aides d'État qui avaient été contrôlées par la Commission européenne. Je crois qu'il faut dire d'ailleurs aux auditeurs que pour l'instant, vous avez deux entreprises, Alstom et Siemens, qui annoncent un projet, que ce projet sera vérifié sur le plan de la concurrence en fonction des règles européennes. Parce que depuis 1957, nous vivons dans un marché dans lequel à la fois les entreprises peuvent fusionner avec d'autres entreprises à l'intérieur de ce marché, mais sous un certain nombre de contrôles. Donc voilà, que chaque opération soit regardée de près, c'est légitime. Mais... Et on a toujours l'impression que, quand même, enfin, on n'a pas toujours l'impression, mais on a l'impression que le potentiel industriel de la France diminue. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron sera en Italie, sera annoncé sans doute une prise de contrôle d'une entreprise italienne, Fincantieri, sur les anciens chantiers de l'Atlantique. On a toujours l'impression que... Oui, mais ça, c'est une impression qui est fausse. C'est un peu dans le même sens que les choses se passent. Alors, regardez, alors ça, je vous mets au défi de regarder dans la presse italienne comment sont perçues, si vous parlez de l'Italie, c'est particulièrement vrai, comment sont perçues les entreprises italiennes en France. Le luxe français a fait son marché en Italie. Plusieurs entreprises italiennes sont dirigées par des Français. Lorsque Lactalis avait acheté Parmalat, ça avait été vécu comme une opération extrêmement agressive. Je crois que, comme tous les êtres humains, vous n'avez pas parlé d'Opel qui a été racheté par les Français en Allemagne. Par PSA, oui. Voilà, par Peugeot. Chacun vit de manière beaucoup plus douloureuse, évidemment, l'achat de ces entreprises que l'inverse. C'est pour ça que, pour ma part, je dirais qu'il faut regarder l'ensemble et, encore une fois, expliquer aux Français et aux autres qu'il est dans leur intérêt de défendre le marché unique et le fait que nos entreprises s'adossent à un groupe de 500 millions de clients potentiels, de même que les États-Unis ou la Chine ont leur marché intérieur extrêmement puissant. Donc voilà, ça c'était votre plaidoyer pour l'Europe à la suite du discours hier d'Emmanuel Macron. Vous avez démissionné du ministère de la Défense le 20 juin dernier. Vous avez démissionné parce que vous ne vouliez pas que le ministère que vous dirigez, engagé dans des actions évidemment difficiles, notamment à l'étranger, soit pollué par les affaires des emplois présumés fictifs par certains du MoDem auquel vous avez appartenu et vous avez siégé au Parlement européen sous l'étiquette du MoDem. Vous avez été entendu par la justice dans cette affaire? Non, je n'ai pas été entendu par la justice et encore une fois, je pense que non, c'est la justice qui décide et je respecte la justice de mon pays. Vous avez démissionné le 20 juin ça n'est pas à moi de décider. Mais encore une fois, pour vos auditeurs, non, pour l'instant, à ce jour, absolument pas. Vous n'avez pas démissionné un peu tôt, du coup? Non, mais c'est marrant, monsieur Apathy, parce que pour une fois, vous avez une invitée
qui a envie de parler d'Europe. Ça n'arrive pas 22 souvent. 22 minutes sur l'Europe. Ben c'est bien. Alors on continue là-dessus. Mon cas personnel, à mon avis, n'intéresse pas. Sincèrement, les cas individuels sont moins importants. On vous pose une question, Sylvie Goulard. J'ai répondu. Sur Je vous ai dit à ce jour. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce jour c'est factuel. Vous n'avez pas été convoqué. Non, je n'ai absolument pas été convoqué. Un peu tôt, absolument pas. Non, parce qu'encore une fois, le principe selon lequel un ministre mis en examen est tenu de démissionner, qui est un principe qui a été petit à petit fixé, qui n'a rien à voir avec la présomption d'innocence qui est dans la Constitution, me paraissait totalement incompatible avec la continuité de l'État dans le domaine de la défense nationale. Bon, et le hasard du calendrier fait que demain, c'est Florence Parly qui vous a remplacé au ministère de la Défense, qui sera notre invitée à 8h30. Voilà. Merci. Merci, Sylvie. Merci à vous, Sylvie Goulard, d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info.